Every lawyer, at least once in every case, feels himself crossing a line he doesn't really mean to cross. It just happens. And if you cross it enough times, it disappears forever. And then you're nothing but another lawyer joke. Just another shark in the dirty water. Le droit en personne, par Fabien Girard de Barros. Baker Street, dans le silence d'un chien qui n'aboie pas, dans une cendre de cigarette, une boue sur une chaussure, un détail que personne ne regarde. Alors aujourd'hui, dans le droit en personne, je vais vous parler d'un homme qui n'a jamais été juriste et qui pourtant raisonne comme si le droit avait pris cher. Cet homme, c'est Sherlock Holmes. Sherlock Holmes naît en 1887 sous la plume d'Arthur Conan Doyle dans Une étude en rouge. Nous sommes dans l'Angleterre victorienne, une société obsédée par l'ordre, traversée par la révolution industrielle, hantée par le crime urbain, fascinée par la science, la médecine, la classification, la preuve. Holmes est un personnage de son temps, mais aussi un produit littéraire très précis. Doyle lui donne une existence rigoureusement limitée. 4 romans, Une étude en rouge, Le signe des 4, Les chiens des Baskerville, La vallée de la peur, et 56 nouvelles, publiées majoritairement dans The Style Magazine. Ce corpus n'est pas anecdotique. Il forme une œuvre cohérente, presque systématique, où chaque enquête fonctionne comme un cas, chaque résolution comme une démonstration, chaque échec, apparent, comme une leçon de méthode. Holmes n'est pas un héros romantique, c'est un personnage méthodologique. À travers l'ensemble des 56 nouvelles, Sherlock Holmes répète inlassablement la même discipline mentale. Une discipline exigeante, ascétique presque. Une manière d'habiter le réel avant de prétendre l'expliquer. D'abord, suspendre le jugement. Holmes ne se précipite jamais vers une conclusion. Il accepte l'inconfort de ne pas savoir. Il préfère le doute à l'erreur, là où d'autres veulent comprendre rapidement. Lui, il choisit de comprendre juste. Ensuite, il refuse l'intuition non vérifiée. L'intuition chez Holmes, elle n'est jamais bannie, mais elle n'est jamais souveraine. Elle doit passer l'épreuve des faits, être confrontée, éprouvée, parfois humiliée par la réalité. Une intuition qui ne résiste pas à la preuve et qui n'est qu'une illusion séduisante. Puis vient le travail le plus délicat, déconstruire les évidences. Ce qui saute aux yeux est précisément ce qui doit inquiéter, car l'évidence est souvent une construction paresseuse, un raccourci intellectuel. Holmes démontre ce qui paraît aller de soi parce que le droit, comme l'enquête, commence toujours là où l'évidence se fissure. Enfin, il reconstruit les faits, un à un, sans passion, sans morale, sans intention préalable. Les faits ne sont pas là pour confirmer une théorie, ils sont là pour la contraindre. Ce principe, Holmes le formule dans Une étude en rouge, le texte fondateur, presque programmatique. Je cite, « C'est une erreur capitale
que de théoriser avant de disposer des faits. En langage juridique, cela se traduirait très simplement. Qualifier sans fait, c'est juger dans le vide. Et c'est précisément ce que Holmes refuse. Enquête après enquête. Prenons Flamme d'argent. Toute l'affaire repose sur un silence. Un chien qui n'aboie pas, un non-événement qui devient un fait. Holmes démontre ici une intuition profondément juridique. L'absence peut être probante. Ce qui ne s'est pas produit peut avoir autant de valeur que ce qui s'est produit. Comme en droit, le fait négatif devient une preuve à part entière. Dans la bande mouchetée, l'émotion est omniprésente, la peur est palpable, le danger semble imminent. Mais Holmes ne cède pas. Il ne se contente ni du récit terrifié de la victime, ni de l'indignation morale. Il expérimente, il vérifie, il met sa propre vie en jeu pour démontrer. Là encore, la vérité ne naît pas de l'émotion, mais de l'expérimentation contrôlée, comme une expertise judiciaire avant la décision. Dans le mystère de Norwood, enfin, tout accuse le suspect idéal. Les faits semblent s'aligner, le mobile est parfait, la culpabilité est presque confortable, et c'est précisément pour cela que Holmes la démonte, pièce par pièce. Il révèle une construction artificielle, un dossier trop cohérent pour être honnête. Comme en droit, la preuve trop parfaite devient suspecte. À chaque fois, la même leçon. Holmes ne cherche pas la vérité morale, il ne cherche pas ce qui devrait être vrai, il cherche ce qui peut être démontré. Et c'est sans doute là que Sherlock Holmes cesse d'être un simple personnage de fiction et qu'il commence à ressembler dangereusement, vous le voyez, à un juriste. Tout commence avec une rencontre en Écosse, à Édimbourg, en 1877. Arthur Conan Doyle n'est alors qu'un jeune étudiant en médecine quand il a la chance d'avoir pour professeur un chirurgien réputé, le docteur Joseph Bell. Dans son autobiographie « Ma vie aventureuse », Arthur écrit « Il était un chirurgien fort habile et pourtant son point fort était le diagnostic, non seulement de la maladie mais de la profession et de la personnalité. Quand plus tard dans ma vie je tentais de créer un détective scientifique, je me souvins de mon vieux maître Joseph Bell, de son profil d'aigle, de ses manières bizarres et de sa manie de relever les détails. » Ainsi, quelques années plus tard, en 1887, Arthur écrit le roman Une étude en rouge. Sherlock est né. Dans les 4 romans, comme dans les 56 nouvelles, Sherlock Holmes adopte une position d'une constance remarquable. Une position qui ne varie jamais, quel que soit le crime, l'époque ou la gravité des faits. Holmes n'agit jamais à la place du procès. Il agit avant. Et dans Une étude en rouge, comme dans Le signe des 4, il ne cherche pas à désigner un coupable, il cherche à rendre le réel intelligible. Dans La vallée de la peur, pourtant traversée par une violence presque politique, Holmes reste fidèle à cette ligne. Il instruit, mais il n'arbitre pas. Son travail commence là où la justice est encore aveugle, à ce moment fragile où les faits sont confondus, où les témoignages se contredisent, où la tentation de juger est déjà forte. Alors Holmes fait ce que ferait tout bon juriste d'instruction. Il auditionne. Dans The Blue Carbuncle, il écoute un récit anodin, presque ridicule, et y décèle une vérité que personne ne cherchait. Il accorde autant d'attention à un détail vestimentaire qu'à une déclaration solennelle, parce qu'il sait que la vérité ne hiérarchise pas les signes comme nous le faisons. Il vérifie. Dans The Bascom Valley Mystery, un témoignage apparaît accablant et soumis à l'épreuve des faits matériels. Holmes rappelle ici une règle essentielle. La sincérité n'est pas la vérité et la conviction n'est pas la preuve. Il confronte. Dans The Noble Bachelor ou The Engineer's Thumb, les versions s'opposent, les récits se fissurent et Holmes laisse volontairement la contradiction faire son œuvre. Comme en droit, ce n'est pas l'harmonie des discours qui révèle le vrai, mais leur friction. Puis il reconstitue. Dans The Habergrange, il rejoue les gestes, reconstruit la scène, démonte la chronologie officielle. Parce qu'un fait qui ne peut être rejoué est souvent un fait mal qualifié. Le droit le sait. La temporalité est souvent décisive.
Et parfois, Holmes expérimente. Dans La bande mouchetée, il met sa propre vie en danger pour éprouver une hypothèse. Dans The Devil's Foot, il accepte l'intoxication pour comprendre le mécanisme du crime, non par goût du risque, mais parce que certaines vérités ne se démontrent qu'en les mettant physiquement à l'épreuve. C'est cette logique qui atteint son sommet dans Le chien de Baskerville. Holmes s'efface, il disparaît volontairement de la scène, il observe sans être vu. Pourquoi ? Parce qu'il comprend une chose capitale. La présence de l'enquêteur modifie les faits. C'est une intuition profondément juridique, comme l'audience modifie le témoignage, comme la procédure transforme la parole, comme le regard du juge infléchit le récit. En se retirant, Holmes protège la preuve. Il permet au fait d'exister sans pression, sans stratégie, sans mise en scène. Et c'est sans doute là que Sherlock Holmes relaie le plus clairement sa nature véritable. Il ne condamne jamais, il ne punit pas, il ne rend pas de sentence, il est clair. Il met les faits en état d'être jugés. Et il rappelle silencieusement à chaque enquête, dans une étude en rouge ou les dernières nouvelles, que la justice ne commence pas avec la décision, mais avec la loyauté du regard porté sur le réel. Un regard que le droit, parfois, doit réapprendre. Alors, impossible de comprendre Sherlock Holmes sans comprendre le docteur John Watson. Et surtout, impossible de le réduire à un simple narrateur. Watson, ce n'est pas un secrétaire, il n'est pas un témoin passif. Il est une fonction essentielle du raisonnement. Dans une étude en rouge, dès leur première rencontre, tout est là. Watson observe Holmes, s'étonne, s'enthousiasme, se trompe. Il réagit comme n'importe lequel d'entre nous réagirait face à une situation obscure. Et c'est précisément pour cela qu'il est indispensable. Watson est la lecture spontanée du dossier. Il incarne d'abord le bon sens. Dans Le Signe des Quatre, face à une affaire complexe mêlant héritage, trahison, exotisme, Watson privilégie la solution la plus simple, la plus immédiatement compréhensible. Comment ferait un client qui veut comprendre vite, même si c'est au prix d'un raisonnement approximatif. Il incarne aussi l'émotion. Dans La bande mouchetée, Watson est profondément affecté par la détresse de la jeune femme menacée. Sa réaction est humaine, légitime, mais dangereuse pour l'analyse. Holmes, lui, il écoute l'émotion, mais refuse de s'y soumettre. Watson est encore la réaction immédiate. Dans La flamme d'argent, il conclut trop vite à la culpabilité du suspect le plus évident. Comme souvent, il confond la cohérence apparente avec la vérité démontrée. Exactement ce que ferait un juré profane confronté à un dossier bien construit. Et parfois, Watson commet même l'erreur de qualification. Dans Le mystère de Norwood, il adhère presque sans réserve à la version officielle tant elle semble solide. Il accepte la culpabilité idéale, celle qui rassure parce qu'elle ne laisse pas de zone d'ombre. Holmes, lui, se méfie immédiatement de cette perfection. À travers Watson, Conan Doyle donne un visage à ce que le droit connaît bien. Watson, c'est l'opinion publique qui veut une réponse claire, rapide, rassurante. Watson, c'est le client, sincère, mais partiel, convaincu d'avoir compris. Watson, c'est le juré profane, guidé par l'émotion et la vraisemblance plus que par la preuve. J'ai réussi. Enfin, j'ai réussi. Vous arrivez juste à temps pour vivre une minute historique. Vous êtes le docteur Watson. Oui, c'est moi. Qu'avez-vous réussi? Une expérience concluante sur l'hémoglobine. Vous comprenez ce que ça veut dire? Non, pas du tout. Vous devez être Sherlock Holmes. Ceci va créer une révolution dans les enquêtes criminelles. Oui, je suis Holmes. Comment saviez-vous que j'étais Watson? Parce qu'il est évident que vous arrivez d'Afghanistan. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Comment savez-vous que j'arrive d'Afghanistan? Mais c'est inscrit sur votre personne. Le problème, généralement, c'est qu'un homme est soupçonné d'un crime des mois après que le crime a été commis. Alors, quand on découvre du sang sur un vêtement, il est très difficile d'affirmer si c'est bien du sang ou des taches de rouille. Et ceci, évidemment, supprimera toute incertitude. Évidemment. Évidemment. Stamford m'a dit que vous cherchiez quelqu'un avec qui partager un appartement. Alors, vous savez, si ce test avait été fait il y a 1 an, il aurait prouvé que von Bischoff de Francfort était coupable et on l'aurait pendu. Il en aurait été de même pour Brandfort, Muller et Lefebvre, naturellement. Naturellement. Mais de qui parlez-vous? Je suis très heureux de faire votre connaissance, Watson. Je crois que vous aimerez l'appartement. Il est dans Baker Street, vous savez. Oh, nous pouvons aller y jeter un petit coup d'œil si vous le désirez. Oui, oh oui, ça vous dérange pas? Bon, ça ne vous gêne pas que je joue du violon? Non, non, allez-y. Non, non, pas maintenant. Je veux dire quand nous partagerons l'appartement.
Oh, pas du tout, j'adore la bonne musique. Ah, c'est que j'ai peur que la mienne ne soit pas bonne. Ah. Dites-moi, Holmes, Oui? comment avez-vous su que j'arrivais d'Afghanistan? Parce que c'est évident. Oui, vous l'avez déjà dit, mais je ne vois vraiment pas pourquoi. Vous êtes médecin, vous l'avez dit vous-même. Oui. Mais avec une allure militaire marquée, par conséquent médecin de l'armée. Votre visage a été bruni par le soleil. Je sais que ce n'est pas votre teint naturel parce que vos poignets sont blancs. Vos yeux indiquent que vous avez été récemment malade, probablement atteint de paludisme. Et la raideur de votre bras gauche décèle une blessure à l'épaule. Alors la question qui se pose est, où un médecin militaire a-t-il pu contracter le paludisme et être blessé à l'épaule? Et la réponse, mon cher Watson, c'est à la guerre actuelle en Afghanistan, naturellement. Naturellement. Voyons, c'est évident. Naturellement. Dans Le Chien de Baskerville, Watson joue pleinement ce rôle. La peur collective, la légende, l'atmosphère gothique l'influencent. Il voit ce que tout le monde voit, il ressent ce que tout le monde ressent. Holmes, en s'abstenant volontairement, laisse Watson, et avec lui le lecteur, plonger dans cette lecture intuitive du réel. Watson n'est donc pas une faiblesse du système Holmes, il en est la condition. Sans Watson, Holmes n'aurait personne à convaincre. Sans Watson, il n'aurait pas à démontrer. Sans Watson, il serait un oracle et pas un raisonneur. Watson oblige Holmes à passer de l'intuition à la preuve, de la certitude intérieure à l'argumentation extérieure. Et c'est précisément là que leur duo devient juridiquement fascinant. Car le droit ne se pense jamais seul. Il se construit toujours contre une première lecture, celle qui paraît évidente, humaine, spontanée, mais qui doit être dépassée. Watson est cette première lecture. Holmes est la seconde. Entre les deux naît la vérité démontrable. Et c'est peut-être pour cela que Sherlock Holmes ne parle jamais sans Watson. Parce que le raisonnement juridique, comme la justice, a toujours besoin d'un contradicteur. Face à John Watson, Sherlock Holmes n'impose jamais son intelligence comme une autorité. Il l'exerce comme une démonstration. Watson avance une lecture spontanée, Holmes répond par une méthode. Il corrige d'abord. Dans une étude en rouge, Watson admire la fulgurance intellectuelle de Holmes, mais se trompe sur la nature même de son raisonnement. Holmes rectifie, patiemment, presque sèchement parfois, et rappelant que ce n'est pas du génie mais de la discipline. Comme un juriste corrige une mauvaise qualification juridique avant d'aller plus loin. Il démontre ensuite, dans le Ciné 4, Holmes ne se contente pas d'affirmer la solution, il en déroule chaque étape, chaque inférence, chaque lien logique. Et Watson, et à travers lui le lecteur, est obligé de suivre le cheminement. Rien n'est laissé à l'autorité de celui qui sait. Tout est rendu intelligible. Et surtout, Holmes oblige à prouver. Dans The Red-Headed League, il ne dit jamais « j'ai raison ». Il montre pourquoi les faits ne peuvent conduire qu'à une seule conclusion. La preuve devient un passage obligé et non une formalité. C'est là que leur relation prend une dimension profondément juridique. Leur dialogue permanent fonctionne comme un débat contradictoire. Watson formule la thèse intuitive, celle qui paraît logique à première vue, celle que tout esprit non entraîné adopterait. Et Holmes oppose l'antithèse rationnelle. Il montre ce qui ne tient pas, il révèle l'angle mort, il met en lumière la contradiction que l'intuition refuse de voir. Et ensemble, parfois dans la tension, parfois dans l'incompréhension, ils aboutissent à un système probatoire, une conclusion qui ne repose ni sur l'autorité, ni sur l'intelligence supposée supérieure de Holmes, mais sur l'enchaînement rigoureux des faits. Dans La Flamme d'argent, Watson n'imagine même pas que l'absence d'aboiement puisse être signifiante. Holmes l'y conduit pas à pas. Dans The Abbey Grange, Watson accepte trop vite la version officielle. Holmes l'oblige à reconstruire matériellement la scène. Dans Le Mystère de Norwood, Watson adhère à la culpabilité parfaite et Holmes l'oblige à le déconstruire. À chaque fois, la même mécanique. Watson force Holmes à justifier sa décision, à sortir de l'évidence intérieure, à traduire l'intuition en raisonnement partageable. Sans Watson, Holmes serait un oracle, un esprit solitaire, fulgurant, mais inaccessible. Avec Watson, il devient un raisonneur, c'est-à-dire quelqu'un qui accepte de se soumettre à l'épreuve la plus exigeante qui soit, celle de l'explication. Et c'est là peut-être la leçon la plus précieuse pour le droit,
car une décision qui ne peut être expliquée, même juste, reste une décision fragile. Et Holmes l'a compris, et c'est pour ça qu'il ne pense jamais seul. Il existe un autre rôle de Watson, plus discret encore, mais absolument fondamental. Un rôle sans lequel Sherlock Holmes, aussi brillant soit-il, ne serait qu'une intelligence éphémère. Car Holmes n'écrit jamais ses affaires, jamais. Dans une étude en rouge, dans le signe des 4, comme dans chacune des nouvelles publiées dans The Strand Magazine, Holmes agit, raisonne, démontre, puis passe à autre chose. Il ne consigne pas, il ne théorise pas son propre travail, il ne cherche pas à laisser de traces. C'est Watson qui écrit, toujours. Et ce détail littéraire est en réalité une clé juridique. Car Watson, il sélectionne d'abord. Il le dit lui-même à plusieurs reprises. Toutes les affaires de Holmes ne sont pas publiées. Certaines sont trop sensibles, d'autres trop personnelles, d'autres encore trop complexes ou trop dérangeantes. Comme un éditeur juridique, il opère un tri. Il décide de ce qui mérite d'être transmis. Il ordonne ensuite. Les récits de Watson ne sont jamais bruts. Ils sont structurés, il y a un exposé des faits, une montée de la tension, et puis une révélation finale. Dans The Red-Headed League et dans The Blue Carbuncle, ainsi que dans The Speckled Brand, Watson organise le chaos de l'enquête pour la rendre intelligible, exactement comme un greffier met en forme un dossier pour qu'il puisse être compris, relu, discuté. Et surtout, Watson raconte. Il transmet l'enquête en récit transmissible. Il donne au raisonnement de Holmes une forme accessible, mémorisable, partageable. C'est une fonction capitale, car sans publication, il n'y a pas de jurisprudence. Sans trace écrite, il n'y a pas de mémoire juridique. Il n'y a que des décisions isolées, condamnées à disparaître. Sans Watson, Holmes serait une intelligence solitaire, brillante mais fugace, un esprit sans postérité. Grâce à Watson, Holmes devient autre chose. Il devient une sorte de jurisprudence vivante. Chaque nouvelle est comme un arrêt commenté, chaque roman est une grande décision fondatrice, et l'ensemble forme un corpus cohérent, traversé par une méthode constante. Watson n'est donc pas seulement le témoin de Holmes, il en est son greffier, son éditeur, son mémorialiste. Et peut-être même son premier interprète autorisé. Car c'est Watson qui nous apprend comment Holmes raisonne. C'est Watson qui rend cette pensée transmissible. C'est Watson qui transforme une intelligence exceptionnelle en un modèle. Le droit le sait bien. Ce qui n'est pas écrit n'existe pas, durablement. Holmes pense, Watson publie, et entre les deux naît une œuvre qui, plus d'un siècle plus tard, continue de nous apprendre comment raisonner avant de juger. Alors, à bien y regarder, Sherlock Holmes n'est pas un marginal du droit. Il n'en est pas l'ennemi. Il en est au contraire un allié exigeant. Dans l'ensemble des 4 romans, comme des 56 nouvelles, Holmes manifeste un respect constant pour les institutions. Il ne ridiculise jamais la justice. Il ne la méprise jamais. Il ne cherche pas à la remplacer. D'ailleurs, il coopère avec la police, souvent plus qu'on ne le croit. Avec l'inspecteur Lestrade, avec Gregson, Hopkins, la relation est parfois tendue, parfois ironique, mais jamais destructrice. Dans une étude en rouge, le signe des 4 ou le mystère de Norwood, Holmes apporte les faits là où la police apporte l'autorité. Chacun reste à sa place. Holmes sait qu'il n'est pas juge, il sait qu'il n'est pas la justice, il est celui qui prépare. Et surtout, Holmes ne se substitue jamais durablement aux institutions. Il intervient, éclaire, disparaît. Il ne construit pas un ordre parallèle, il ne fonde pas sa propre loi. Même dans La Vallée de la Peur, où l'intrigue met en scène une violence organisée, presque politique, Holmes refuse toute posture de justicier. Il démontre les mécanismes, révèle les responsabilités, mais laisse à la justice le soin de le conclure. Il existe pourtant une exception célèbre, une exception troublante, presque dérangeante à ce que je viens de dire. C'est Charles Augustus Milverton. Dans cette nouvelle, Holmes ne livre pas Milverton à la justice. Pire, il assiste à son exécution sans intervenir. Mais c'est une entorse qui n'est ni une vengeance, ni un abandon du droit. Milverton, c'est pas un criminel ordinaire. C'est un prédateur juridique, un maître chanteur, qui utilise la loi comme un instrument de destruction, tout en restant hors d'atteinte des tribunaux. Et Holmes comprend alors que quelque chose de terrible, le droit positif, le droit est impuissant. La norme est contournée,
La justice, elle est paralysée. Ce que fait Holmes ce soir-là, c'est pas un geste de colère. C'est une hiérarchisation morale exceptionnelle. Presque une décision d'équité, au sens le plus ancien du terme. Il ne nie pas le droit, il en constate les limites. Et il ne généralise jamais cette exception parce qu'elle reste unique, isolée, presque honteuse. Car Holmes ne cherche pas à détruire le droit. Il ne cherche pas à s'en affranchir. Par contre, il en teste les limites, comme un juriste honnête teste la solidité d'un raisonnement. Il montre ce qui fonctionne et parfois ce qui échoue. C'est pour cela que Sherlock Holmes est un héros paradoxal de l'état de droit. Non pas parce qu'il applique la loi, mais parce qu'il respecte la rationalité qui la fonde. Il sait que le droit est une construction humaine, imparfaite, fragile, mais nécessaire. Et peut-être est-ce pour cela que, plus d'un siècle plus tard, Sherlock Holmes continue de nous interroger. Non pas sur la justice idéale, mais sur la justice possible. Alors, Sherlock Holmes nous rappelle une vérité dérangeante. Le droit ne commence pas avec la loi, il commence avec la méthode. Observer avant de juger, douter avant d'accuser, prouver avant de conclure. Holmes n'a pas de robe, il n'a pas de code, il ne tient pas une juridiction. Il incarne ce que le droit a de plus rare, le courage intellectuel de résister aux évidences. S'il nous fascine encore aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il résout des crimes, c'est parce qu'il nous rappelle inlassablement ce que juger devrait toujours vouloir dire. C'était Le droit en personne, aujourd'hui consacré à Sherlock Holmes. Un homme sans robe, sans code, sans juridiction, et pourtant un esprit qui nous apprend l'essentiel. La justice ne se rend pas à la vitesse de l'intuition, mais à la patience de la preuve. Merci pour votre fidélité et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du droit en personne.